Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source, salut Big Rusty. Oh là là, oh là. On va parler de Dana White, de Francis Ngannou du PFL, parce que oui, Dana White, juste après l'UFC Vegas, Mackenzie Dern contre Madame Angela Hill, il s'est exprimé à la presse sur le deal, et il a été interrogé là-dessus, sur le deal Francis Ngannou au PFL. On a Dana White qui... Vous le savez, on est très bon là-dedans pour interpréter tout ce qui est body language, tout ce genre de choses. Les meilleurs. On a l'impression qu'il est un petit peu le seum, Dana White, et donc on va parler de tout ça, de tout ce qui s'est dit hier. Voilà, Big Rusty, générique. Soit. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet. Le PFL a signé Francis Ngannou pour un contrat qui va... On va voir ce qui va se passer, mais en tout cas qui est assez unique dans le paysage MMA, parce que Francis est payé avant même de combattre dans l'organisation. Il a aussi un rôle de dirigeant pour une succursale de cette organisation avec le PFL Afrique, et il va être intéressé sur un certain nombre de choses. Donc il y a son salaire en fixe, tout ce qui va être les revenus liés au combat lors desquels il va participer, il va toucher de l'argent aussi dessus, donc ça comprend la billetterie, ce qui est assez énorme, le merchandising, et j'en passe bien évidemment. Il a même réussi à négocier un contrat minimum pour son adversaire, qui est compris en fonction des sources, entre 1 million ou 2 millions de dollars, ce qui est énorme, ce qui fait que, instantanément, Francis Ngannou devient l'équivalent de Conor McGregor avec la fameuse Red Panties Night, parce que là, n'importe quel gars qui va affronter Francis au PFL aura la garantie de toucher 1 ou 2 millions, ce qui est énorme, parce qu'aujourd'hui, 1 ou 2 millions, il n'y a personne à part les crack de l'UFC, par exemple Cyril Gane, qui ont cette assurance-là dans la catégorie des lourds, donc rendez-vous compte. Donc voilà. Et c'est pour ça que c'est ouf, c'est que du coup, honnêtement, là, t'as pas besoin de passer par un tournoi à 2-3 combats pour obtenir 1 million, ce qui est le cas par exemple au Roi d'FC ou au Bellator ou au PFL. Là, tu peux effectivement, comme tu le dis, en une seule soirée obtenir 1 million de dollars minimum, et ils ont visiblement du bif à dépenser, le PFL, on y reviendra avec la fameuse levée de fonds dont parlait Dana White, mais c'est clair que là, si t'es n'importe quel poids lourd qui est libre, qui n'a pas de contrat ou qui a une petite ouverture de combattre Francis Ngannou, mais tous les heavyweights de la planète qui ne sont pas sous contrat ou qui ont un moyen de le faire, mais direct, ils vont vouloir y aller. Et c'est ça qui est fort, c'est que dans le monde du MMA, là, le PFL avec un truc comme ça, et c'est Francis Ngannou qui l'a demandé, à mon avis, tous les poids lourds vont vouloir se bousculer au portillon, parce que oui, bon, t'as 90% de chances de te faire déconnecter la gueule, là, de te faire mettre KO par Francis, mais bah tu prends 1 million minimum, quoi. Donc ça vaut le coup. Donc on y va. Allez, c'est parti. Allez. Et donc bref, Dana White donc s'est longuement exprimé là-dessus, a parlé aussi de, apparemment donc le PFL serait en train de lever 280 millions de dollars au Moyen-Orient, avec pour objectif, donc Dana White en a également eu vent, de racheter le Bellator, en expliquant, c'est assez étonnant d'être une entreprise en parlant du PFL qui ne fait pas d'audience, qui n'a pas... Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 3 éléments, Rusty. Alors, ils ne vendent pas de tickets, ils ont 0 ratings. Donc pas d'audience. Ouais, pas d'audience, et bah, je crois que il y avait surtout ça, et après, ils étaient en mode, ça n'a aucun sens businessment parlant, quoi. Et cette entreprise veut racheter une entreprise qui n'a pas d'audience, qui ne vend pas de tickets non plus. Donc expliquez-moi si ça a du sens. Ouais. Il s'est même fendu d'un petit genius, je crois un truc comme ça, en mode des génies. Mais en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est en fait dans tout ce qu'a dit Dana White, il y a beaucoup qui, je pense, peut être expliqué ou débunké. Et déjà, rien que le fait de perdre de l'argent sur des événements, ça, il est bien placé, Dana White, pour savoir que c'est le nerf de la guerre en MMA aussi, pour faire démarrer, heureusement ou malheureusement, ou en tout cas c'est le game, une ligue, une organisation. L'UFC, je crois que c'est jusqu'en 2009 où ils perdaient de l'argent sur chaque événement, et ils étaient obligés de réinjecter les frères Fertitta et les investisseurs dans l'UFC. Et pour donc l'UFC, et qui est aujourd'hui le plus gros poids lourd du MMA mondial, il y a eu effectivement, on sait que même les organisations européennes, elles sont obligées d'alimenter, de faire des levées de fonds pour d'abord démarrer, parce que si tu veux un show d'une certaine qualité, il faut d'abord pouvoir avoir l'argent de le produire, ça se trouve pas nulle part, donc il faut des investisseurs. Et au bout d'un moment, tu veux que ton produit ait pris tellement de valeur et une telle image et soit vendable à des chaînes de télé, etc., que là, tu reviens sur investissement. Mais perdre de l'argent quand tu crées une organisation de MMA, au début, si tu as des ambitions, tu n'as pas le choix, de toute façon. Donc, de dire qu'ils crament du cash et que... alors,
on n'est pas dans les petits papiers. C'est possible que le PFL, parce que ça se voit aussi souvent dans le business, c'est quand t'as des levées de fonds énormes, les mecs font n'importe quoi avec le bif. On ne sait pas. T'allais dire quoi? Est-ce que oui, Rusty, tu peux expliquer justement par rapport à l'UFC, rentrer un petit peu plus dans le détail, et le fait, c'était avant 2009, hein, parce que j'étais en train de regarder justement les stats, mais que les frères Fertitta, donc qui étaient les anciens propriétaires de l'UFC, qui avaient fait entrer Dana White, qu'ils avaient justement failli dire on arrête les frais parce qu'ils perdaient trop d'argent. Ben c'est ça, parce que produire un événement et quand tu as les ambitions de faire quelque chose où tu veux prouver en fait aux audiences, tu veux prouver aux médias, tu veux prouver au monde entier que tu as un show qui est d'une certaine qualité et qui est d'une certaine qualité de production, qui est d'une certaine qualité en termes de divertissement qu'elle propose, ben tu es obligé de mettre les moyens. Si tu veux faire un événement qui arrive à l'équilibre, tu peux, mais ça va être compliqué de viser les étoiles ou en tout cas de viser une organisation qui à terme sera capable de bousculer les plus gros. Parce que quand tu es dans un business comme le sport, bah, les plus gros sont déjà tellement établis que tu es obligé d'apporter quelque chose, d'apporter une qualité qui fait que tu dois rivaliser avec eux, au moins déjà du point de vue de la production et ensuite du point de vue des athlètes que tu peux t'acheter, que tu peux proposer, etc. Et ça coûte un bif monstrueux. Et bah, la stat, c'est ça, voilà. C'est en 2001, les frères Fertitta rachètent l'UFC pour 2 millions de dollars et en 2004, ils étaient à 40 millions de dollars investis personnellement sans aucun retour dans l'organisation. Donc on parle d'un moment où Dana White était déjà président de l'UFC. Ouais, donc bon, de dire vous pompez du cash et il en sort que dalle, stratégie, génie du marketing et génie du business, bon, c'est un peu osé parce que c'est ce que tu es obligé de faire en fait, et c'est ce qu'ils ont fait eux-mêmes l'UFC avant que et ça il faut leur tirer leur chapeau. Non, nous leur tirer notre chapeau, c'est que ils ont réussi, ils ont injecté du cash, ils ont injecté des dizaines et des dizaines de millions dans l'entreprise et sans jamais aucun retour sur investissement jusqu'à ce que ça marche. Et là, la vision prend tout son sens et maintenant ça vaut quoi, peut-être 6, 7, 8 milliards, tu vois, même un peu plus peut-être, je sais plus. Donc c'est de dire que le PFL a fait une levée de fonds au Moyen-Orient et que ça n'a aucun sens businessment parlant de lever 280 millions de dollars et que les mecs font n'importe quoi avec. Bah bon, alors est-ce qu'il faut continuer quand même à être critique en disant et regarder les décisions business du PFL, etc. Oui, déjà parce que c'est fascinant et parce que quel exemple? Est-ce que tu as un exemple, toi je sais que tu es beaucoup plus versé là-dedans, d'une entreprise qui a eu une levée de fonds de malade et qui ont fait tellement n'importe quoi, parce que ça arrive, il y a des exemples que j'ai, mais c'est pas dans le business du MMA, mais où tout le monde se met des salaires à 10 000 balles par mois, en gros, tu t'achètes des athlètes, tu leur proposes des sommes mirobolantes et un peu comme le Affliction en fait. Donc tu mets tout le bif que tu peux trouver pour faire des événements incroyables. Et Affliction, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc qui a duré 2 événements, je crois. Normalement, il devait y en avoir 3. Il n'y en a même pas eu 3 parce qu'ils ont fait faillite avant. 2 événements, ils payaient les gars, mais laisse tomber. Mais en même temps, voilà, ils avaient Fedor, ils avaient, toutes les stars de l'époque qu'ils pouvaient avoir, ils les avaient. C'est Josh Barnett qui a coulé l'Affliction. Ouais, Josh Barnett parce que il a pissé chaud. Alors attends, comment en français on pourrait le dire? Il a été contrôlé positif, quoi, voilà. Ouais, voilà, il a été contrôlé positif. Il était censé affronter Fedor d'ailleurs lors de la 3e édition et ça ne s'est jamais fait. Et parce qu'ils ont claqué beaucoup trop de bif, en fait, de manière générale, le truc a coulé. Donc, ça peut mal se passer aussi. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir comment opère le PFL. Et puis, c'est pas pour dire aussi que si ça se trouve, le fait de donner autant et le fait de créer un précédent où Francis est autant payé et où son adversaire est autant payé et où tu claques autant de bif, ça peut aussi ne pas marcher, c'est sûr. Et là, Dana White, il aura toutes les raisons de se gargariser. Et c'est oh là là, Rusty là, il a sorti le lance-flamme. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est ce qui est juste, c'est le seul point que je trouve intéressant sur la sortie de Dana White où il ne voit quasiment que le négatif sur le PFL par rapport à il lève 280 millions, il paye Francis alors qu'il ne va même pas combattre et Dana White dit on ne fait pas ça chez nous dans le sens où on va pas payer on paye le gars uniquement pour combattre. C'est si ça se passe mal, il y aura effectivement un précédent, mais un précédent que l'UFC a déjà eu parce que au-delà des, tu vois, toutes les startups qui vont lever des sous et finalement ça se passe, qui vont lever de l'argent et ça se passe pas du tout comme prévu, des organismes qui en achètent d'autres et ça se passe pas comme prévu, l'UFC l'a directement vécu avec le Pride, on en parlait il y a quelques podcasts avec Big Rusty, où en gros ils ont racheté une coquille vide alors qu'ils s'attendaient clairement, on achète notre concurrent numéro 1 et on va exploser. Ils se sont
ils ont clairement rectifié le tir quand ils ont racheté le Strikeforce, où là tout s'est passé comme prévu. Et là effectivement, si le PFL rachète le Bellator, mais qu'ils se rendent compte qu'en fait, ah merde, en fait le Bellator ça ne valait plus rien parce qu'il y avait plus ci, plus ça peut mal se passer. L'exemple aussi, je crois qu'on l'avait cité il y a quelques podcasts, où je crois qu'on en avait parlé juste tous les deux, de Crocop quand il arrive, quand il passe du Pride à l'UFC, où on s'attend à ce que le mec roule sur tout le monde, parce qu'à l'époque, Crocop c'était vraiment un truc de ouf, et en fait non, Crocop pensait être arrivé, et que clairement tout allait se passer comme prévu, et finalement son run à l'UFC est assez triste par rapport, enfin même assez triste tout court, je veux dire par rapport aux attentes, mais non, triste tout court. Francis, on peut très bien voir ça aussi, mais un truc que Dana White a vécu avec l'UFC, où le PFL s'attend à prendre un mec qui s'appelle Francis Ngannou, qui est champion UFC au moment où il quitte l'organisation, qui est, oui, the baddest man on the planet, donc en tout cas, le mec qui peut prétendre à dire je suis le patron de cette catégorie. Sauf que Francis, c'est vrai que bon, vous le voyez sur les photos PFL, il est un peu moins affûté que par le passé, mais parce qu'on sait aussi que Francis, hors camp d'entraînement, il va peut-être, enfin, on sait que c'est quelqu'un qui doit cutter pour justement être sous les 120 kilos, mais on peut avoir un monde où Francis, quand il fait son début au PFL en 2024, il pense qu'il va atomiser le mec, parce que je dis n'importe quoi, c'est Ante Delija. Sur le papier, il n'a rien à faire contre Francis, sauf qu'Ante Delija, il fait le combat de face à vie, et Francis, il se projette déjà sur le combat qu'il a à la fin de l'année contre Deontay Wilder. Ouais, non, complètement. Et ça, ça, on l'a vu beaucoup. Et donc, tu parlais de Crocop. Crocop, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que, à la fin de sa carrière, il a dit que quand il est arrivé donc au Pride, c'était un roi. Il est arrivé à l'UFC. L'UFC a donc pris Crocop et ils l'ont mis sous contrat. Et Crocop disait, bah en fait, je m'entraînais beaucoup moins parce que ils m'ont tellement traité comme un roi et de toute façon, j'avais réussi entre guillemets. Et pourtant, il a fait plein de trucs après. Hein. C'est juste que le moment où il est arrivé dans l'organisation qui le payait grassement, enfin, il le mérite, mais qu'il le payait très bien, qu'il le traitait très bien et qu'il avait déjà tout connu en plus sportivement, bah, il dit, voilà, j'étais juste plus vraiment motivé, en fait, quoi. Et on a vu que lorsque des combattants, par exemple, de l'UFC passent aussi dans d'autres organisations, ça peut être le Bellator ou le PFL ou d'autres, et qui sont payés des sommes astronomiques et que le challenge sportif, bah, ils l'ont un petit peu moins, bah, les résultats sont pas là. Et puis, de toute façon, ils étaient un peu plus sur la pente descendante parce que l'âge, parce que machin, parce que motivation. Donc, c'est fort possible que ça arrive pour Francis aussi. Et là, vous pouvez être sûr que si jamais ça arrive, mais Dana White, la conférence dans la semaine qui suivra le combat, si Francis Ngannou perd, et encore pire s'il se fait face planter, alors là, mais vous n'êtes pas prêt pour le sourire qu'il aura du mal à contenir de Dana White. Mais en attendant, ben, pour revenir un petit peu à la critique du PFL par Dana White, etc., s'ils ont effectivement cette levée de fonds monstrueuse qui vient du Moyen-Orient, qui se chiffre en plusieurs centaines de millions d'euros, bah, ils ont raison de vouloir créer le plus d'impact médiatique possible, certes en claquant beaucoup d'argent, parce qu'il n'y a pas beaucoup donc d'organisations qui pouvaient se payer Francis à ce prix-là, et avec ce genre de garantie et ce genre de choses qu'ils ont, comment dire, c'était quoi déjà le mot, c'est ils ont fait des concessions, mais bah ils ont raison de le faire, ils auront raison. Et puis pareil, ça c'est une deuxième critique qu'a fait Dana White, de dire en plus, il va au PFL et il affronte même pas leur champion. Et donc là, évidemment, il en profite pour glisser une petite crotte de nez en snowboard avec Ante Delija et Bruno Capellozza, qui étaient du coup les champions 2022 et 2021, si je ne m'abuse, en disant, et en plus, Bruno Capellozza, il a perdu contre Jiri Prochaska en light heavyweight, et puis Ante Delija, il avait perdu contre Marcin Tybura, je crois que c'était ça. Alors oui, mais ça c'est pareil, ça c'est de la rhétorique parce que dans ces cas-là, on pourrait très bien dire que Conor McGregor il a perdu contre Joe Duffy au Cage Warriors, et donc ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire que Joe Duffy, et tu peux faire ça avec tout le monde, tu peux faire ça avec ceux qui ont battu Chandler au Bellator, donc ça c'est pareil, c'est utiliser ça comme argument d'autorité, c'est un peu abusé de dire en plus ils ont des défaites contre nos gars. Et puis dernier truc, et en plus de ça. Ça a plutôt du sens là, s'ils ont l'opportunité, le PFL, que Francis n'affronte pas ni Ante Delija, ni Bruno Capellozza, ce qui est quand même, on l'avait dit, pas des noms très clinquants, mais que le fameux combat contre Francis, ils font un super fight avec, je sais pas, Overeem ou Dos Santos, ou enfin un nom un peu plus connu en tout cas, ben, ils ont aucune raison de faire affronter à Francis les champions, de faire des combats entre guillemets réguliers à Francis. Et ça, vous pouvez être sûr que Dana White, s'il était président du PFL, ben, il l'aurait pas fait non plus.
il aurait fait un super fight comme va le faire le PFL probablement. Entièrement d'accord, Big Rusty. Et juste un dernier point, et ensuite je pense qu'on aura à boucler la boucle. Enfin, dernier point, petite parenthèse aussi sur la petite crotte de nez que Dana White a envoyé sur, c'était Francis Ngannou, en tout cas les combattants de MMA qui vont en boxe. En mode, moi je n'y crois pas, je pense qu'il n'y a pas du tout d'argent à faire. Tout en précisant que la seule fois où je l'ai fait, bon ok les gars, c'était Conor contre Mayweather, donc voilà, donc il l'a quand même fait, mais et là vous êtes bien d'accord. Enfin, moi aussi j'étais assez étonné qu'il y ait cette argument. En fait c'est juste, j'y ai juste ce point là où j'étais assez étonné qu'ils le mettent sur papier, parce que les Jake Paul contre Tyron Woodley, Jake Paul contre Ben Askren, ça a quand même fait des sous, et c'est cet exemple-là, et là le Jake Paul contre Nate Diaz qui va faire beaucoup d'argent, enfin, ça n'a toujours pas eu lieu, mais je pense que vous êtes tous devant votre écran, ou si vous nous écoutez en podcast, vous savez tous que le combat va cartonner, et quand il va y avoir le combat ce week-end-là, les gens ne vont regarder que ça, donc oui, ça fait de l'argent quand il y a deux gros noms qui s'affrontent. Ce que je voulais dire, c'était le dernier point, où là j'ai trouvé ça assez bizarre de la part de Dana White, mais c'est quelque chose que vous allez voir très souvent avec Big Rusty, on a l'habitude de ça, et pour moi c'était le dernier point du podcast, c'est Dana White qui a expliqué Francis, quand il a vu ce qui s'était passé entre John Jones et Cyril Gane, évidemment qu'il est parti, et je le comprends complètement d'ailleurs, et ce qui est très marrant, c'est qu'il avait fait la même chose à propos de John Jones quand Francis est devenu champion, où là, à cette époque-là, il avait des conflits avec John Jones sur la question salariale, où il disait évidemment, moi je suis à la place de John Jones, quand je vois Francis là, le Francis qui a battu Stipe Miocic, bah moi je retourne dans la light heavyweight direct. C'est ça qui est fort, mais en vrai, mais c'est ça qui est terrible, mais c'est que je peux pas m'empêcher de le kiffer quand il fait ça, Dana White, parce que il le sait qu'il abuse. Il le sait que ça n'a pas de sens de parler, de dire ce qu'il dit dans ces moments-là, parce que c'est debunk, enfin c'est contrable en, bah voilà, il suffit juste de regarder un petit peu l'historique du MMA récent. Et en plus, du coup, alors il a quand même précisé, faut le dire, il a quand même dit bon. Il a pas peur, Francis. C'est juste qu'il veut pas prendre de risques. Donc il a quand même dit Francis n'a pas peur. Ce qui est bien parce que sinon ça pouvait laisser entendre que Francis flippait de combattre John Jones. Bon, voilà. Là, je suis d'accord avec Dana White. S'il y a bien un truc qu'il a prouvé, Francis, c'est qu'il a peur de personne de toute façon sur la planète. Mais de dire, encore une fois, on le précise, mais de dire qu'il a pas envie de prendre de risques, Francis, c'est quand même osé parce que c'est littéralement le gars qui a pris le plus gros risque là dans les dernières années du MMA. Avec sa carrière, le fait de combattre Cyril avec un genou pété et quand t'es dans une telle précarité de situation là avec l'UFC et dans une telle chicane, si ça c'est pas prendre le plus gros risque que tu peux, je sais pas ce que c'est. Donc de dire que Francis flippe de prendre des risques, ça c'est pareil, ça n'a pas vraiment de sens, je trouve. On a bouclé la boucle, Big Rusty. On a débunké cette interview, cette conférence de presse Dana White sur la signature de Francis au PFL. En plus, tout ça, il le sait. Mais oui. C'est ça qui est cool. Mais intéressant de voir la suite, en tout cas. Et intéressant de voir la suite. Et c'est vrai que oui, Dana White voit tout en noir du côté Francis au PFL parce que, évidemment, qu'il a aucun intérêt pour que ça... Il a démonté Robin Black gratos aussi, t'as entendu ? Oui, aussi. Oh. Oui, donc Robin Black, qui est un youtubeur, analyste, commentateur, oui, c'est pris une bastos, sorti de nulle part, mais et donc en gros c'est oui, Dana White voit tout en noir, mais il y a eu des précédents et chaque fois qu'il sort des exemples, certes c'est à aucun moment il essaye de tirer du positif, mais ça s'est toujours passé, et à chaque fois ces exemples, évidemment qu'il ne cite pas en disant justement moi quand j'ai fait ça je pensais que ça allait cartonner, non, mais c'est des choses que l'UFC a vécu aussi, donc c'est pas non plus comme s'il sortait ça de nulle part avec ce genre de choses. Et l'Affliction dont Rusty a parlé, Dana White n'était pas du tout dans le projet, mais il connaît bien Donald Trump qui était derrière Affliction, donc voilà, fallait le mentionner. On a terminé, Big Rusty ? Ouais, absolument. Hey, let's go! Shout out of a sweet pea, my sweet protein, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Je viens de chercher les barres chez toi d'ailleurs. Elles sont chez toi là? Elles sont chez moi, Big Rusty, les petites barres. Les petites barres protéinées. Et les petites barres protéinées. Et puis on a sorti un tout nouveau savon chez Onae. H-O-N-A-E. Ce sont nos savons, notre marque de savon Onae. C'est un petit banger qui était cher à notre cher Big Ben. Ah bah ouais, mais parce que notre Big Ben national, qui du coup aussi va souvent en Thaïlande, bah pour le coup là il y avait vraiment tout. Donc oui, vas-y, de toute façon je crois qu'il est déjà sur le site, mais c'est le Tiger et c'est avec l'huile en gros qui est utilisée par les boxeurs thaï et ils s'en enduisent juste avant les combats de boxe thaï, le Namman. Le Namman Muay, utilisé depuis des siècles par les combattants de Muay Thai, ce liniment traditionnel, déjà liniment
Jamais vous avez entendu ce terme. Traditionnel thaïlandais apporte une chaleur réconfortante aux muscles endoloris et stimule la circulation sanguine pour favoriser une récupération rapide. Voilà, avec de l'huile d'arbre à thé, du camphre et de la lait de coco. Du lait de coco, pardon. Et voilà, vous nous en direz des nouvelles. Allez, c'est... I'm fucking coming for you!